La séance est ouverte. Frédéric Boisseau, Philippe Braham, Franck Brinsolaro, Jean Cabu, dit Cabu, Elsa Kayat, Stéphane Charbonnier, dit Charb, Johan Cohen, Yoav Attab, Philippe Honoré, Clarissa Jean-Philippe, Bernard Maris, dit oncle Bernard, Ahmed Merabé, Mustapha Ourad, Michel Renaud, François Michel Saada, Bernard Verlac, dit Tinius, Georges Wolinski. La semaine dernière, des êtres humains que le fanatisme transforma en automates de la mort ont assassiné des journalistes parce qu'ils étaient libres, ont abattu des policiers parce qu'ils étaient républicains, ont exécuté des citoyens parce qu'ils étaient juifs. Ces marionnettes de la tyrannie avaient un but, faire tomber sur la France une chape d'effroi pour que plus rien ne soit possible, si ce n'est la peur. Ils avaient un moyen, abolir le sentiment de fraternité pour que désormais nous ne voyions aujourd'hui dans l'autre qu'un objet de méfiance et demain un objet de haine. Ils ont voulu abolir la France des Lumières, cette France dont nous sommes les représentants, les héritiers, les garants. La France de Charlie Hebdo. C'est la France de l'écriture et de la démesure. C'est la France des poètes et des pamphlétaires et des philosophes. C'est la France de l'irrévérence et de la fulgurance. En un mot, c'est la France. Et puis, il y eut l'attentat antisémite, barbarie sans nom, sauvagerie ultime qu'aucun mot ne peut qualifier. En tout, ils étaient 17 êtres humains que l'ignorance et l'obscurantisme n'ont pas laissé vivre. 17 concitoyens que nous n'oublierons jamais. J'exprime toute la solidarité et la compassion de l'Assemblée nationale aux familles des victimes de ces assassinats. Avant-hier, dans les rues des villes et des villages de France, cœur gros et tête haute, notre peuple a montré aux barbares du monde entier que la République demeurait debout. Debout, unie et reconnaissante notamment à l'égard de la police de la République qui a payé un lourd tribut à sa vocation de placer notre sécurité au-dessus de leur propre vie. Et je veux, en votre nom à tous, dire à nos forces de l'ordre la fierté et la gratitude de la représentation nationale. Le monde entier a pu voir la détermination d'un peuple qui a toujours traversé les épreuves de son histoire par sa capacité à se transcender, à dépasser toutes ses singularités pour se penser indivisible. Et si la plus grande des gloires de la France était justement celle-là, que nous tous ici, nous avons une famille, un pays de naissance, une rue de naissance, un coteau familier, une colline, un quartier qui nous définissent, mais qu'à l'articulation de cette singularité naît cette identité supérieure à toute autre qu'on appelle la citoyenneté. Cette identité qui permet que toutes les différences les plus belles ne soient pas des dissonances,
mais au contraire, qu'elles deviennent les consonances les plus justes. Et maintenant, avant-hier, dans les rues de France, par la force de ces vagues déferlantes, comme par l'impact de survie, l'esprit public s'est rallumé. Ce désir de résistance, c'est aussi une renaissance. Ces manifestations magnifiques d'unité nous confient à présent une responsabilité devant notre histoire. Elles devront aboutir dans les jours, les semaines, les mois qui viennent à des choix forts. Unité de la nation et autorité républicaine, tel doit être notre équilibre vertueux. L'unité nationale. En 2015, et pour longtemps encore, pourvu que nous sachions vivre ensemble, pas simplement cohabiter, vivre ensemble, c'est-à-dire faire société commune, ne pas se regarder en chien de faïence, faire primer l'intérêt général sur les intérêts individuels et le droit sur la force. S'inscrire dans une aventure collective, une équipée patriotique, un patriotisme ouvert, éclairé, confiant, un patriotisme qui se réapproprie son hymne et son drapeau au nom de la défense des valeurs et des instruments de la République. Unité de la nation donc et autorité républicaine. Nous sommes bel et bien en guerre contre le terrorisme et la barbarie. Faire vivre et grandir nos valeurs, cela réclame des mots, mais aussi des actes. Nul angélisme, ni excuse sociologique devant les pousses au crime et les professionnels de la mort, aguerris ou apprentis, et nulle complaisance à l'égard de ceux qui tenteront tous les raccourcis, tous les amalgames. Le président de la République et votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, souhaitent prendre des dispositions, que nos compatriotes sachent que cette Assemblée saura prendre ses responsabilités au service de la sécurité de tous nos ressortissants en tout point du territoire national et en dehors de nos frontières. Elle entend démontrer à nos concitoyens que l'image d'unité populaire du 11 janvier n'est pas pour solde de tout compte. L'unité nationale est le bouclier qui protège notre société de la division. L'État républicain sera le glaive levé contre ceux qui défient ce que nous sommes et ce que nous entendons perpétuer, cet art de France du vivre ensemble. Et cela vaut aussi en Europe, où notre pays se doit de porter l'étendard de la lutte pour la liberté. Nous, filles et fils de France, grand pays patiné par l'histoire, nous voyons d'où nous venons. Nous sentons qui nous sommes. Plus encore, depuis le 11 janvier, la Marseillaise aux lèvres, nous savons ce que nous voulons. Vivre. Vivre libre. Vivre égaux. Vivre ensemble en fraternité. Chérir quelques principes au premier rang desquels la laïcité, elle ne saurait être négociable. Ces valeurs, celles de la République, nous rappellent chaque jour qu'il n'est pas de plus grande fierté que celle d'être citoyen français et de plus grande mission que d'être ses serviteurs. Mes chers collègues, je vous invite à présent, à la mémoire des 17 victimes de la barbarie, à observer une minute de silence.
gloire est arrivée. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes, mugissent ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez-les au bataillon. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. La parole est maintenant à Monsieur Bruno Le Roux, pour le groupe SRC. Bravo, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, il y a 6 jours, on a voulu toucher la France en plein cœur. Il y a 6 jours, on a voulu semer la discorde et la terreur. 17 de nos compatriotes ont été assassinés. Vous les avez nommés, Monsieur le Président de l'Assemblée, ils sont nos frères, ils sont nos héros. Je veux avoir une pensée pour ceux qui, dans cette tragédie, ont été aussi blessés, dire que nous pensons à eux au moment où se passe cet hommage. Après ces journées sanglantes, après le sursaut républicain, laïque et citoyen que le peuple de France a su manifester dans la gravité et la fraternité, s'attirant la solidarité et la participation de très nombreuses nations à travers le monde, le temps est désormais celui de l'hommage de la nation tout entière. Commence également le temps du Parlement, qui est celui de la réflexion, de la décision et de l'action. Les Français, le week-end dernier, nous ont dit leur attachement viscéral et indestructible à la République et aux valeurs qui la fondent, au premier rang desquelles la liberté et la laïcité, sans céder à la tentation de la panique, de la peur, du repli. Quelles leçons, quelle fierté. Ils nous ont dit « Je suis Charlie, je suis policier, je suis juif », témoignant de l'unité de la nation face à chacun des siens. Ils nous ont dit leur fierté d'être Français avant toute chose. Ils savent que le monde est instable, que la menace est toujours présente, protéiforme, que la vigilance s'impose. Ils attendent de nous que nous préservions les valeurs qui sont notre bien commun, en luttant plus efficacement encore contre ces terroristes qui ont frappé si durement au cœur même de notre pays, dans sa capitale. Ils attendent que nous le fassions ensemble, nous tous sur ces bancs, conscients chacun individuellement, je n'en doute pas, de notre responsabilité historique. Mes chers collègues, travaillons ensemble. Les événements le commandent. Travaillons ensemble pour rendre nos dispositifs de lutte contre cette internationale du crime sous prétexte religieux toujours plus efficaces, sans a priori, mais sans rien sacrifier à nos libertés. Travaillons ensemble pour accompagner nos forces, engagées hors de nos frontières, pour lutter contre les foyers djihadistes qui menacent le monde, au premier rang duquel les peuples musulmans eux-mêmes. Mais aussi travaillons ensemble pour que notre société ne fabrique pas en son sein ces égarés de la République qui cèdent à la haine et à la pulsion de mort, à la barbarie et à l'antisémitisme. Travaillons ensemble
pour que l'école soit pour chaque enfant le lieu par excellence de la transmission des valeurs de la République et pour accompagner les maîtres dans l'exercice de leur métier. Travaillons ensemble pour redonner toujours à la laïcité la dimension protectrice qui est la sienne et en montrer l'absolue nécessité pour le respect de chacun. Travaillons ensemble pour condamner tous les amalgames et donner force à la communauté nationale qui fait toute sa place aux Juifs de France, aux musulmans de France, aux catholiques de France, aux athées de France, mais qui refuse tout communautarisme. Et puis, travaillons ensemble pour prendre appui sur ce véritable élan populaire, cet esprit du 11 janvier, qui restera inscrit dans les consciences pour précisément redonner du sens à la République et aux valeurs qui la fondent, et rappeler qu'il n'y a qu'une loi en France, celle votée par les représentants du peuple, et qu'elle vaut partout. Personne ne peut s'en exonérer, aucun petit voyou, aucun esprit malade, aucun prédicateur de mort qui placerait je ne sais quelle parole, quelle loi au-dessus de nos lois. Et ensemble, n'oublions pas que toujours, les ferments de la division et de l'exclusion qui travaillent notre société sont là, prêts à prendre, quand ce n'est pas déjà fait, les cœurs et les esprits. Il y a une pédagogie de la République à réinventer pour que chacun porte nos valeurs communes. Mes chers collègues, travaillons ensemble, avec détermination. Ce travail, conduisons-le dans la clarté et dans la responsabilité. Et en tant que majorité, nous exercerons la nôtre. Mais sans confusion, sans surenchère, sans posture, sans réflexe grégaire. Monsieur le Premier ministre, vous nous trouverez présents pour renforcer toujours ce qui permet de prévenir et de mieux renseigner. Vous nous trouverez toujours présents pour soutenir l'action de nos forces dans le monde pour protéger la démocratie et la liberté. Nous avons tous à cœur et à l'esprit le bien commun et la sécurité de la nation pour que vivent les valeurs qui fondent notre République et pour que la mémoire des 17 victimes de ces premiers jours de janvier 2015 soit pleinement et pour longtemps honorée. Hommage leur soit rendu. Au nom de mon groupe, je veux dire ici notre compassion, notre solidarité pour les familles et notre détermination à agir. Merci, Monsieur le Président Leroux. La parole est à Monsieur le Président Christian Jacob pour le groupe UMP. Dix-sept de nos compatriotes sont tombés sous les balles tirées par des terroristes qui ont perdu la raison humaine. La France pleure des journalistes et des dessinateurs qui avaient la liberté d'expression chevillée au corps. La France pleure des policiers qui ont été au bout de leur devoir. La France pleure des compatriotes juifs assassinés parce que, justement, ils étaient juifs. Des barbares ont agi au nom d'une religion, l'islam, dont ils ont dévoyé le sens profond. Et nous savons que c'est une douleur pour l'immense majorité de nos compatriotes musulmans. Notre pays a souffert au plus profond de lui-même. Mais dimanche, la France, la République, les Français et le monde libre ont riposté. Car ce qui est en jeu fondamentalement, c'est la guerre que des fanatiques nous ont déclarée. Ce qui est en jeu, ce sont les valeurs humanistes de la Révolution française, que la France a offerte au monde en 1789. C'est la défense d'une civilisation, d'un héritage culturel et politique qui transcende toutes nos croyances, toutes nos convictions, toutes nos appartenances. N'ayons pas peur de dire cette vérité aux Français. N'ayons pas peur de dire que cet ennemi exècre notre héritage judéo-chrétien, qu'il exècre l'héritage de la Révolution française. En un mot, il veut la mort de la civilisation occidentale. La tragédie de la semaine dernière était en germe dans les conflits où la France est engagée en guerre au Mali ou en Irak. Elle doit poursuivre ses engagements, car la barbarie à l'œuvre est la même ici que là-bas. En massacrant des Kurdes, en violant et en traitant comme du bétail des milliers de femmes yézidis, en exterminant les chrétiens d'Orient, notre ennemi nous a signifié ce dont il était capable. Les Français ont ouvert les yeux sur la réalité de cette barbarie et dimanche,
Ils ont adressé un message à toute la classe politique. À vous, Monsieur le Premier ministre, car vous dirigez le gouvernement de la France, mais à nous aussi, députés de la Nation, car nous faisons la loi, nous contrôlons l'action des pouvoirs publics et du gouvernement. Il y a eu des failles, vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Premier ministre, et nous devons la vérité aux Français. Ils ne comprendraient pas que l'Assemblée nationale tergiverse et refuse la création d'une commission d'enquête dotée de tous les pouvoirs d'investigation. À circonstances exceptionnelles, il faut aussi une loi exceptionnelle. Nous devons la voter sans trembler. Pour que les choses soient claires, si nous devions, pour un moment, restreindre les libertés publiques et la liberté individuelle de quelques-uns, alors il faudra le faire. Le faire en condamnant durement les personnes qui consultent de manière habituelle des sites Internet qui font l'apologie du terrorisme, en censurant des sites et des chaînes de télévision qui véhiculent la haine, en autorisant nos services à arrêter des terroristes en puissance dès lors que l'on les soupçonne de préparer une action. Reste la question fondamentale que se posent les Français. Que faisons-nous pour neutraliser les milliers de Français partis faire le djihad si par malheur ils reviennent? La solution, la seule, c'est le placement en centres spéciaux de détention ou en prison. En un mot, l'enfermement des fous dangereux pour garantir la sécurité des Français. S'ils sont binationaux, il faut prononcer la déchéance de nationalité. Quand on porte les armes contre la France, contre ses soldats, contre ses policiers, contre ses gendarmes, on ne mérite pas d'être français. Cette loi, nous l'avons proposée en décembre. Il est grand temps que nous la votions ensemble. Il est grand temps aussi que l'Europe prenne toutes ses responsabilités. La France a été touchée au cœur par la solidarité européenne qui s'est exprimée dimanche. Nos soldats, au Sahel, au Moyen-Orient, défendent les libertés de tous les Européens. Si l'on considère que c'est le sens de l'engagement français, alors le fardeau budgétaire doit être partagé. La grande loi de sécurité nationale impose enfin un collectif budgétaire. Il n'y aura pas de guerre victorieuse sans effort de guerre. Pour l'armée d'abord, vous ne ferez pas l'économie d'une révision de la loi de programmation militaire. Pour les services de renseignement, qui ont besoin de beaucoup plus de moyens, notamment en matière d'écoute et de géolocalisation. Pour la police et la gendarmerie, qui voient des islamistes qui se sont radicalisés en prison sortir grâce à des aménagements de peine. Voilà une faille béante. Enfin, il y a l'école de la République. Si l'on accepte que des écoliers, des collégiens, des lycéens refusent une minute de silence à nos morts, alors on a déjà perdu. Il faut abandonner la culture de l'excuse et sanctionner de telles dérives en laissant les enseignants redevenir les hussards de la République, intraitables dans la défense de la laïcité et de ses valeurs républicaines. Monsieur le Premier ministre, vous savez comme nous que ce combat durera de longues années. Il ne faut pas perdre une minute, il faut armer le pays pour ce combat. Nous sommes prêts et nous serons à vos côtés si vous décidez d'agir. Merci, Monsieur Jacob. La parole est à Monsieur Philippe Vigier pour le groupe UDI. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Jean, Stéphane, Bernard, Philippe, Georges, oncle Bernard, Mustapha, Elsa, Michel, Frédéric, Ahmed, Franck, Clarissa, Yoav, Philippe, Johan, François Michel. Ils sont morts parce qu'ils incarnaient la République et ses valeurs. La France est meurtrie dans sa chair. Nous sommes tous, chrétiens, juifs, musulmans, athées, meurtris dans notre chair. Les 30 députés du groupe UDI partagent l'émotion qui traverse le peuple de France. À titre personnel, je vais vous faire partager mon émotion face à l'horreur que j'ai déjà vécue jeune interne au Val-de-Grâce lors de l'attentat de la rue de Rennes en 1985. La France vient de connaître les heures parmi les plus sombres de son histoire.
avec des attentats d'une barbarie inouïe qui visaient à détruire ce qui nous rassemble. Ces terroristes ont lâchement tué les journalistes de Charlie Hebdo car ils étaient des combattants de la liberté, des libertés d'expression qui n'acceptaient pas d'être muselés. Ces terroristes ont abattu de manière ignoble ces policiers qui se mettaient en travers de leur chemin et qui incarnaient l'autorité de l'État. Ces terroristes ont assassiné des Français parce qu'ils étaient juifs, espérant ainsi ébranler notre République qui est une et indivisible. Ils ont ainsi déclaré la guerre aux liens qui nous unissent, au-delà de nos différences d'origine, de milieu social, de croyances ou d'opinion politique. Ils pensaient, nous les héritiers de Voltaire et des Lumières, nous diviser. Ils nous ont rassemblés. Ils ont été traqués et châtiés par les forces de l'ordre, qui ont accompli un travail exemplaire. Ils ont réveillé la France éternelle et fraternelle, celle de millions de Françaises et de Français, qui se sont levés pour dire « Nous continuerons à vivre libres », celle de Lassana Bathily, ce jeune Français de confession musulmane, qui, au péril de sa vie, a sauvé ses frères juifs lors de la prise d'otage de la porte de Vincennes. Cette vague d'émotions a parcouru la France, l'Europe et le monde entier. Un à un, les peuples se sont levés, car ils savent qu'à travers la France, ce sont les valeurs universelles qu'elle porte en étendard qui ont été touchées. Dimanche, à Paris, le monde entier s'est rassemblé dans un moment de fraternité universelle. Européens, Africains, Israéliens, Palestiniens, ils étaient tous là. Dans cette guerre contre l'islam radical et son idéologie meurtrière, notre détermination doit être à la hauteur de la radicalité de notre ennemi. Lorsque la République est attaquée, la réponse ne peut être que plus de République pour que vive le sursaut fraternel du 11 janvier 2015 et plus d'Europe pour combattre ensemble le défi terroriste qui menace les peuples. Il n'y aurait pire réflexe que le repli sur soi, l'amalgame, l'engrenage et l'intolérance. Cette haine qui grandit au sein de notre République est le fruit de l'intégrisme, du rejet de la différence, de l'exclusion, de la misère et parfois de certaines désespérances qui peuvent nourrir la tentation du fanatisme. Elle peut grandir dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos écoles, dans nos prisons, lorsque la République abandonne et que la laïcité cède devant les communautarismes. C'est pourquoi notre école doit être au cœur du vivre ensemble. La République doit être implacable face à ses ennemis qui agissent sur son sol ou qu'ils se trouvent à des milliers de kilomètres. Vous avez évoqué des failles, Monsieur le Premier ministre. Nous devrons nous poser toutes les questions et y apporter toutes les réponses, sans angélisme ni querelle politicienne dans ce moment d'unité. Nous devons faire le choix politique pour donner plus de moyens techniques et financiers à notre sécurité intérieure et à nos armées, être impitoyable face à ceux qui répandent la haine sur les réseaux sociaux, poser la question du retour en France de ceux qui sont partis faire le djihad, améliorer l'accès et le partage des informations nécessaires pour neutraliser et démanteler ces réseaux, car ces attentats ne sont pas le fait d'actes isolés, lutter contre la radicalisation aussi dans le milieu carcéral et repenser les réponses judiciaires. Enfin, s'il est indispensable de renforcer les outils pour tarir les financements de ces organisations terroristes, nous sommes également persuadés qu'il est absolument vital de favoriser les grands projets de développement pour permettre au progrès économique, social et écologique d'irriguer les parties du monde dans lesquelles le fondamentalisme peut prospérer sur la misère. La réponse, Monsieur le Premier ministre, elle doit être française, elle doit être européenne, elle doit être mondiale. Monsieur le Premier ministre, nous tenons à saluer l'attitude du Président de la République, votre attitude, celle du ministre de l'Intérieur et de l'ensemble du gouvernement face à ces attentats. Dans cette guerre où les enjeux souvent insoupçonnables s'entremêlent, nous sommes et serons à vos côtés au service de l'intérêt supérieur de la nation pour apporter, mes chers collègues, une réponse à la hauteur de la menace
qui pèsent sur la France, patrie des droits de l'homme. Merci, Monsieur Viget. Pour le groupe écologiste, la parole est à Madame Barbara Pompili. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, les terroristes n'ont pas choisi de frapper au hasard. Ils ont décimé une rédaction, la rédaction d'un journal symbole de la liberté d'expression et d'impertinence. Un journal symbole du droit à l'outrance, parce que l'outrance est une forme d'humour. Un journal, enfin, adepte d'un anticléricalisme militant, qu'il ne faut pas confondre avec l'insulte aux religions, mais bien ramener à ce qu'il est, le refus de toute tentative d'imposition par un clergé, par des clergés, quel qu'il soit, de règles sociales autres que celles décidées démocratiquement. Ils ont aussi froidement abattu des représentants des forces de l'ordre, des représentants d'un État laïque dont ils refusent les règles. Ils ont enfin tué des juifs parce qu'ils étaient juifs. Leur victime était la France, son identité, la liberté de création, la laïcité, l'ordre basé sur la loi des hommes et notre capacité séculaire à voir des croyances différentes cohabiter en une seule et même nation. Une nation diverse, une nation composée non de communautés juxtaposées dotées de règles spécifiques, mais de citoyens. Des citoyens libres de respecter les préceptes de leur choix, mais des citoyens respectueux, mutuellement, des convictions et de la liberté d'autrui. Ces citoyens ont marché ce week-end, innombrables, indénombrables. Rarement un silence aura eu une signification aussi claire. Ce silence nous disait « Nous sommes la France ». Cette clameur muette a été partagée bien au-delà de notre territoire, par la présence de chefs d'État à Paris, y compris par la présence apparemment incongrue de responsables politiques qui ne se distinguent pas par leurs pratiques démocratiques, mais dont nous pouvons nous réjouir qu'ils se soient considérés tenus de venir exprimer leur respect. Par des manifestations citoyennes et des messages bouleversants venus du monde entier. C'est le même message qui nous est parvenu. Soyez la France. Mes chers collègues, être la France dans de telles circonstances, c'est quoi? Être la France, c'est tenir bon. C'est tenir bon sur le principe de laïcité. C'est ne plus jamais accepter qu'en République puissent être invoquées des lois supérieures, baptisées divines ou de nature, qui viendraient s'imposer aux lois des hommes. Être la France, c'est ne pas renoncer à voir la République tenir sa promesse d'égalité. Car les fascismes empruntent toujours le même lit des mêmes rivières. Elles ont pour nom l'ignorance, la pauvreté, le chômage, le désespoir social et le sentiment d'injustice. Rien n'excuse les pensées et les actes terroristes. Rien n'absout la haine. Mais cela ne doit pas nous faire perdre de vue que c'est en tarissant les sources des fascismes qu'on les combat le plus efficacement. Le fascisme fait son nid dans toutes les idéologies, tous les courants de pensée, toutes les religions. C'est une idéologie politique qui prend l'apparence de la foi. Être la France, c'est faire preuve de lucidité. Regarder en face les situations que nous connaissons, sur lesquelles nous travaillons ici depuis des mois, la question de l'éducation et de l'absence de repères, la question de notre univers carcéral, qui constitue trop souvent une école du terrorisme, la question des nouveaux canaux d'expression et de diffusion de messages mortifères. Être la France, c'est faire preuve d'humilité. Le terrorisme auquel nous sommes confrontés n'est malheureusement pas un phénomène inédit. C'est même un terrorisme mondialisé qui appelle des réponses globales, ce qui ne nous soustrait pas à nos responsabilités. D'autres pays ont eu à y faire face et ont adapté leur législation. Sachons tirer les leçons de leurs expériences. Retenons de l'expérience américaine post-11 septembre que la restriction des libertés publiques ne s'est pas accompagnée d'un renforcement de la sécurité. À l'inverse, sachons nous inspirer de la réaction digne du Premier ministre norvégien qui, au lendemain d'un drame terrible, déclarait « Nous ne devons pas renoncer à nos valeurs. Nous devons montrer que notre société ouverte peut faire face à cette épreuve, que la meilleure réponse à la violence est encore plus de démocratie, encore plus d'humanité, mais jamais de naïveté. C'est quelque chose que nous devons aux victimes et à leurs familles.
Être la France, enfin, c'est tenir un rang et des obligations au sein de la communauté internationale, dans le respect du droit international. À la suite de cette séance, nous serons amenés à nous prononcer sur le prolongement de notre intervention en Irak. Mon collègue François de Rugy exprimera le point de vue de notre groupe sur ce sujet. Mes chers collègues, voici le message que je porte aujourd'hui au nom de mes collègues écologistes. Après le temps de l'hommage aux victimes que nous rendons à nouveau aujourd'hui, après le temps du recueillement commun, ouvrons le temps du diagnostic partagé, sans arrière-pensée ni anathème. Et lorsque viendra le temps des décisions communes, gardons chevillé à l'esprit ce message, cette belle ambition qui marche. Soyons dignes de la France, soyons la France et restons la France. Je vous remercie. Merci Madame Barbara Pompili. Pour le groupe RRDP, la parole est à Monsieur Roger Gérard Schwarzenberg. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, au nom de mon groupe, je m'incline avec émotion, avec respect, devant la mémoire des 17 victimes du fanatisme tuées la semaine dernière. Ils étaient journalistes, policiers ou clients d'une supérette cachère, tous exposés, tous ciblés par la violence terroriste. Des stylos et des crayons, c'étaient les seules armes des journalistes de Charlie Hebdo, leurs seules armes pacifiques contre l'intégrisme et ses menaces de mort. Puis, le 7 janvier, soudain, sur le papier à dessin, l'encre se tache de sang. Charb, Cabu, Wolinski et leurs confrères étaient des sentinelles de la vérité. Avec Zola dans l'Aurore, avec Jaurès dans l'Humanité, la presse a souvent été en première ligne du combat pour la liberté. La liberté d'écrire, d'informer, d'échanger, la libre communication des pensées et des opinions selon les termes mêmes de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Le fanatisme peut toujours tuer, il ne parviendra jamais à anéantir la liberté de la presse. D'autres journalistes prendront la relève et la parole à leur tour pour dire leurs convictions, leur vérité. Contre l'intégrisme, le meilleur rempart, c'est évidemment la laïcité. Sans elle, la France pourrait devenir une république éclatée, une nation fragmentée, en groupes distincts, fondés sur l'origine ou l'appartenance confessionnelle. Le communautarisme sépare, retranche, fait perdre conscience d'un destin commun. Il est donc un risque majeur pour la démocratie. Pour sa part, la laïcité, celle des radicaux comme Jean Zay, respecte toutes les croyances, mais sépare religion et vie publique. Elle permet à tous de vivre ensemble, par-delà leurs différences. C'est ce que fait l'école de la République, en accueillant sur les mêmes bancs tous les élèves, quelles que soient leurs conditions, leurs convictions, leurs confessions, qu'ils s'appellent Jean, Johan ou Rachid. Les Français ont réagi avec infiniment d'esprit de fraternité, en se mobilisant d'eux-mêmes, spontanément, pour dénoncer ces attentats. Une nation entière s'est dressée pour résister, pour refuser l'inacceptable. Elle l'a fait avec dignité, avec noblesse. Cet immense élan populaire montre la volonté de s'unir quand l'essentiel est en jeu. Dans les circonstances présentes, le temps n'est plus aux divergences secondaires, il est au rassemblement autour des grandes valeurs républicaines. Les pouvoirs publics, et je tiens à leur rendre hommage, ont fait preuve d'une grande détermination, d'une action très résolue face à ces attentats, mais certes, le danger persiste. D'où sans doute, sans qu'il s'agisse bien sûr de mesures d'exception, des décisions nécessaires à prendre,
publier les décrets d'application de la récente loi sur le terrorisme de novembre 2014, renforcer les moyens matériels des forces de sécurité et du renseignement, réformer les conditions carcérales des détenus les plus extrémistes, empêcher la diffusion sur Internet de messages faisant l'apologie des actes terroristes. À l'opposé, une autre mesure, très différente, serait souhaitable, augmenter sensiblement les aides publiques à la presse écrite et spécialement à la presse d'opinion, dont il faut considérer évidemment que Charlie Hebdo fait partie. Mes chers collègues, la démocratie a une force considérable quand elle incarne une vaillance tranquille. Ici même, en 1893, alors qu'une bombe venait d'être lancée dans l'hémicycle, le président de l'Assemblée, Charles Dupuy, avait déclaré « Il est de la dignité de la Chambre et de la République que de pareils attentats ne troublent pas les législateurs. Messieurs, la séance continue. » Aujourd'hui, une fois encore, en ce mois de janvier, si particulier, si étrange, la démocratie continue. Merci, Monsieur Schwarzenberg. Pour le groupe GDR, la parole est à Monsieur André Chassaigne. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, 17 vies volées, celles de l'équipe et amis de Charlie Hebdo, celles de policiers, celles de concitoyens, dont certains parce qu'ils étaient juifs. Oui, parce qu'ils étaient juifs. 17 visages, connus ou anonymes. À travers le visage des victimes, c'est le visage de la France, dans toute sa richesse et sa diversité. C'est la France qui a été agressée. C'est une partie d'elle-même qui a été assassinée par les barbares. C'est la République, ses valeurs, son histoire, sa lumière, sa laïcité, qui viennent d'être frappées au cœur. Dans un élan de fraternité, d'une formidable puissance et d'une grande dignité, des millions de Français ont rendu hommage aux victimes et dit leur attachement à la liberté d'expression et de la presse. Que notre pays est grand quand des millions de citoyens se retrouvent ainsi sur des valeurs partagées, quelle que soit leur situation sociale, leur couleur de peau, leur origine, leur religion. C'est à cet élan d'espoir qu'il faut désormais donner force et durée contre tous les détournements prévisibles, alors que l'odeur de la guerre et du choc des civilisations, comme le poison de la division, se répandent déjà dangereusement. 6 jours après l'attaque contre l'équipe de Charlie Hebdo, nous continuons de penser, sans doute avec plus de force aujourd'hui encore, que le pays a besoin de refonder son avenir sur des choix politiques, transformateurs et partagés, affrontant courageusement toutes les dominations, toutes les discriminations, toutes les inégalités. Car derrière ces crimes, c'est la communauté nationale dans son entier qui a été visée. Voilà pourquoi est monté ce cri « Je suis Charlie ». C'est pourquoi nous refusons tout amalgame, tout discours islamophobe qui tente de récupérer le drame national. Ce serait à la fois profondément injuste et dangereux. Les musulmans ne forment qu'une communauté, celle qu'ils forment avec nous, la communauté nationale. Eux aussi sont assassinés par les terroristes. Eux aussi font vivre notre pays, sa police, son armée, ses écoles ou encore ses hôpitaux. Notre peuple
n'appelle pas à plus de stigmatisation, il appelle à plus d'union. Notre peuple souhaite légitimement voir sa sécurité garantie. Pour autant, il n'appelle pas à une réponse purement sécuritaire qui mettrait in fine en péril nos libertés auxquelles il est tant attaché. Un patriote acte à la française n'est pas la solution. La solution, elle réside notamment dans la détection et le suivi des individus dangereux, en particulier dans les prisons qui, on le sait, sont de véritables centres d'endoctrinement et de recrutement. Aujourd'hui, mes chers collègues, la question fondamentale est sans doute celle-ci. Vers quelle société, vers quel monde désormais avancer pour vivre demain, tous ensemble, ici, en France et partout ailleurs? Quelle France voulons-nous? Les violences de la semaine dernière sont aussi le symptôme d'un système économique toujours plus inégalitaire, le symptôme d'un système social discriminant, le symptôme d'un système démocratique en ruine, un système qui livre aux idéologues fanatiques et criminels des relégués sociaux qui ont la faiblesse de croire qu'ils vont donner un sens à leur existence. Pour garantir l'unité et la cohésion nationale, tous les leviers doivent être actionnés, de l'école au monde du travail, en passant par la culture et l'éducation populaire, pour que personne ne soit abandonné sur le bord de la route. Ces grands sujets de fond, beaucoup de ceux qui ont été lâchement assassinés, n'hésitez pas à les mettre sur la table. Par un dessin, par quelques mots, par leur impertinence provocatrice, par leur intelligence, par leur soif de commun et d'humanité. Nous ne pensons donc pas les trahir en portant ici ce jour, devant la représentation nationale, notre souhait de voir changer la politique de notre pays et de l'Europe. N'est-il pas temps, comme le disait si bien Ferrat, que le malheur succombe? Je voudrais finir sur ma dernière rencontre, en décembre dernier, avec mon ami Charb. Il m'avait fait part des difficultés financières de Charlie Hebdo. Il m'avait demandé notre aide, et les députés du Front de gauche, de cette tribune, avaient relayé son inquiétude. Nous continuerons ce combat pour sauver la presse libre et indépendante. Je terminerai en disant à Charb, à Georges, à tous les autres, à toutes les victimes de ces jours de tragédie. Ils ont voulu vous enterrer. Ils ne savaient pas que vous étiez des graines. Merci, Monsieur Chassaigne. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame, Messieurs les présidents de groupe, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le Président, vous l'avez dit, ainsi que chacun des orateurs, avec force et sobriété, en 3 jours, oui, en 3 jours, 17 vies ont été emportées par la barbarie. Les terroristes ont tué, assassiné des journalistes, des policiers, des Français juifs, des salariés. Les terroristes ont tué des personnes connues ou anonymes, dans leur diversité d'origine, d'opinion et de croyances. Et c'est toute la communauté nationale que l'on a touchée. Oui, c'est la France qu'on a touchée au cœur. Ces 17 vies étaient autant de visages de la France et autant de symboles, de la liberté d'expression, de la vitalité de notre démocratie,
de l'ordre républicain, de nos institutions, de la tolérance, de la laïcité. Les soutiens, la solidarité venus du monde entier, de la presse partout, des citoyens qui ont manifesté dans de nombreuses capitales, des chefs d'État et de gouvernement, tous ces soutiens ne s'y sont pas trompés. C'est bien l'esprit de la France, sa lumière, son message universel que l'on a voulu abattre. Mais la France est debout. Elle est là. Elle est toujours présente. À la suite des obsèques de ce matin, à Jérusalem, de la cérémonie éprouvante, belle, patriotique, à la préfecture de police de Paris, en présence du chef de l'État, à quelques heures ou 2 jours d'obsèques pour chacune des victimes, dans l'intimité familiale, je veux, comme chacun d'entre vous, rendre à nouveau l'hommage de la nation à toutes les victimes. Et la Marseillaise, tout à l'heure, qui a éclaté dans cet hémicycle, était aussi une magnifique réponse, un magnifique message aux blessés, aux familles qui sont dans une peine immense, inconsolable, à leurs proches, à leurs collègues, à leurs confrères. Je veux dire à mon tour, une nouvelle fois, notre compassion et notre soutien. Le président de la République l'a dit ce matin avec des mots forts, personnels. La France se tient et se tiendra à leur côté. Dans l'épreuve, vous l'avez rappelé, notre peuple s'est rassemblé dès mercredi. Il a marché partout, dans la dignité, la fraternité, pour crier son attachement à la liberté et pour dire un non implacable au terrorisme, à l'intolérance, à l'antisémitisme, au racisme et aussi, au fond, à toute forme de résignation et d'indifférence. Ces rassemblements, vous le soulignez, Monsieur le Président de l'Assemblée, sont la plus belle des réponses. Dimanche, avec les chefs d'État et de gouvernement étrangers, avec l'ancien président de la République, avec les anciens premiers ministres, avec les responsables politiques et les forces vives de ce pays, avec le peuple français, nous avons dit, et avec quelle force, notre unité. Et Paris était la capitale universelle de la liberté et de la tolérance. Le peuple français, une fois encore, a été à la hauteur de son histoire. Mais c'est aussi pour nous tous sur ces bancs, vous l'avez dit, un message de très grande responsabilité. Être à la hauteur de la situation est une exigence immense. Nous devons aux Français d'être vigilants quant aux mots que nous employons et à l'image que nous donnons. Bien sûr, la démocratie que l'on a voulu abattre, ce sont les débats, les confrontations. Ils sont nécessaires, indispensables à sa vitalité et ils reprendront, c'est normal. Loin de moi l'idée de déposer, après ces événements, la moindre chape de plomb sur notre débat démocratique, et vous ne le permettrez pas de toute façon. Mais nous devons être capables, collectivement, de garder les yeux rivés sur l'intérêt général et d'être à la hauteur dans une situation qui est déjà difficile, sur le plan économique, parce que notre pays est aussi fracturé depuis longtemps, parce qu'il y a eu des événements graves, on les oublie aujourd'hui, même s'ils n'avaient pas de lien entre eux, qui ont frappé les esprits à la fin de l'année, à Joué-les-Tours, à Dijon et à Nantes. Nous devons être à la hauteur
de l'attente, de l'exigence, du message des Français. Je veux, mesdames et messieurs les députés, en notre nom à tous, saluer, et le mot est faible, le très grand professionnalisme, l'abnégation, la bravoure de toutes nos forces de l'ordre, policiers, gendarmes, unités d'élite. En 3 jours, les forces de sécurité, souvent au péril de leur vie, ont mené un travail remarquable d'investigation sous l'autorité du parquet antiterroriste, traquant les individus recherchés, travaillant sur les filières, interrogeant les entourages, afin de mettre hors d'état de nuire le plus vite possible ces 3 terroristes. Monsieur le ministre de l'Intérieur, cher Bernard Cazeneuve, je veux vous remercier aussi. Vous avez non seulement trouvé les mots justes, mais j'ai pu le voir à chaque heure. Vous étiez concentrés sur cet objectif. Autour du Président de la République, avec vous aussi, Madame la Garde des Sceaux, nous avons été pleinement mobilisés pour faire face à ces moments si difficiles pour la patrie et pour prendre les décisions graves qui s'imposaient. Mesdames, Messieurs les députés, à aucun moment, nous ne devons baisser la garde. Et je veux dire avec gravité à la représentation nationale et à travers vous à nos concitoyens que non seulement la menace globale est toujours présente, mais que liés aux actes de la semaine dernière, des risques sérieux et très élevés demeurent. Ceux liés à d'éventuels complices ou encore ceux émanant de réseaux de donneurs d'ordre du terrorisme international, de cyberattaques et les menaces perpétrées à l'encontre de la France en sont malheureusement la preuve. Je vous dois cette vérité et nous devons cette vérité aux Français. Pour y faire face, partout sur le territoire, des militaires, des gendarmes, des policiers sont mobilisés. Les renforts de soldats affectés, en tout près de 10 000, et je vous en remercie, Monsieur le ministre de la Défense, et c'est sans précédent, permettent un niveau d'engagement massif. Plus de 122 000 personnels assurent la protection permanente des points sensibles et de l'espace public. Les renforts militaires serviront et servent en priorité à la protection des écoles confessionnelles juives, des synagogues et des mosquées. Madame, Messieurs les présidents, après le temps de l'émotion et du recueillement, il n'est pas fini, vient le temps de la lucidité et de l'action. Sommes-nous en guerre? La question a en réalité peu d'importance car les terroristes djihadistes, en nous frappant 3 jours consécutifs,
y ont apporté, une nouvelle fois, la plus cruelle des réponses. Il faut toujours dire les choses clairement. Oui, la France est en guerre contre le terrorisme, le djihadisme et l'islamisme radical. La France n'est pas en guerre contre une religion. La France n'est pas en guerre contre l'islam et les musulmans. La France protégera, et le président de la République l'a également rappelé ce matin, la France protégera, comme elle l'a toujours fait, tous ses concitoyens, ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas. Avec détermination, avec sang-froid, la République va apporter la plus forte des réponses au terrorisme, la fermeté implacable dans le respect de ce que nous sommes, un État de droit. Le gouvernement vient devant vous avec la volonté d'écouter et d'examiner toutes les réponses possibles, techniques, réglementaires, législatives, budgétaires, Monsieur le Président Jacob, à une situation exceptionnelle, doivent répondre des mesures exceptionnelles. Mais je le dis aussi avec la même force, jamais des mesures d'exception qui dérogeraient aux principes du droit et des valeurs. La meilleure des réponses au terrorisme qui veut précisément briser ce que nous sommes, c'est-à-dire une grande démocratie, c'est le droit, c'est la démocratie, c'est la liberté et c'est le peuple français. À cette menace terroriste, la République apporte et apportera des réponses sur son sol national. Elle en apportera aussi là où des groupes terroristes s'organisent pour nous attaquer, pour nous menacer, nos intérêts comme nos concitoyens. C'est pour cela que le président de la République a décidé d'engager nos forces au Mali un 11 janvier, le 11 janvier 2013, jour où d'ailleurs tombait notre premier soldat dans ce conflit, Damien Boiteux. Et d'ailleurs, la même nuit, Monsieur le ministre de la Défense, 3 membres de nos services tombaient en Somalie. Le président de la République a décidé cet engagement pour venir en aide à un pays ami, le Mali, menacé de désintégration par des groupes terroristes, le Mali, pays musulman. Le président de la République a décidé de renforcer notre présence aux côtés de nos alliés africains avec l'opération Barkhane. C'est un gros effort qu'assume la France, au nom notamment de l'Europe et de ses intérêts stratégiques. Un effort coûteux. La solidarité de l'Europe, elle doit être dans la rue, elle doit être aussi dans les budgets à nos côtés. Un effort impérieux. Et en effet, quelle belle image de voir dimanche dernier, coude à coude, des chefs d'État, des chefs de gouvernement, le président de la République et le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Là aussi, c'était la meilleure des réponses pour dire que nous ne menons pas une guerre de religion, mais que nous menons, oui, un combat pour la tolérance, la laïcité, la démocratie, la liberté et les États souverains, ce que les peuples doivent se choisir. Oui, nous nous battons ensemble et nous continuerons de nous battre sans relâche. C'est cette même volonté, curieuse concordance liée au calendrier, que nous exprimerons tout à l'heure en votant le prolongement de l'engagement de nos forces en Irak. C'est là aussi notre riposte claire et ferme. Je m'exprimerai ici même dans un instant. Le ministre des Affaires étrangères le fera au Sénat. C'est là aussi notre riposte contre le terrorisme. Et nous devons avoir pour nos soldats engagés sur les théâtres d'opérations extérieures
à des milliers de kilomètres d'ici, un profond respect et une grande gratitude. La menace est aussi intérieure. Je l'ai également rappelé souvent à cette tribune. Et face à la tragédie qui vient de se dérouler, s'interroger est toujours légitime et nécessaire. Nous devons apporter des réponses aux victimes, à leurs familles, aux parlementaires, aux Français. Il faut le faire avec détermination, sérénité, sans jamais céder à la précipitation. Et je ferai mienne la formule du président Leroux: il n'y a pas de leçons à donner, il n'y a que des leçons à tirer. Le Parlement a déjà voté 2 lois antiterroristes, encore il y a quelques semaines, à une très large majorité. Les décrets d'application sont en cours de publication. Le Parlement s'est déjà saisi des questions relatives aux filières djihadistes. Ici même, à l'Assemblée nationale, le 3 décembre dernier, vous avez créé une commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes. Le président, M. Éric Ciotti, travaille étroitement avec le rapporteur, M. Patrick Mennucci. Et au Sénat, depuis le mois d'octobre, il existe une commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. Plusieurs membres du gouvernement ont déjà été auditionnés. Les travaux doivent se poursuivre et je sais que le ministre de l'Intérieur est particulièrement attentif à ces travaux. Il a d'ailleurs déjà rencontré hier les groupes et les parlementaires qui travaillent sur ces questions. Le gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame, Messieurs les présidents de groupe, est à la disposition du Parlement sur tous ces sujets ou sur d'autres que nous avons déjà examinés. Et je pense à la question épineuse, particulièrement complexe, mais qu'il faut traiter encore avec plus de détermination, qui est celle des trafics d'armes dans nos quartiers. Tirer des leçons, c'est d'abord prendre conscience que la situation change en permanence et que les services en charge du renseignement intérieur et la juridiction antiterroriste doivent être régulièrement renforcés. Je tiens à saluer, là aussi, le travail de nos services de renseignement, DGSI, DGSE, services du renseignement territorial, à saluer aussi la justice antiterroriste. La tâche de ces femmes, de ces hommes, est par essence discrète et immensément délicate. Ils font face à un défi sans précédent, un phénomène protéiforme, mouvant, qui se dissimule aussi. Et parce qu'ils savent travailler ensemble, ils obtiennent des résultats. À 5 reprises, en 2 ans, ils ont permis de neutraliser des groupes terroristes susceptibles de passer à l'acte. En France, comme dans l'ensemble des pays européens, les personnes qui se reconnaissent dans le djihadisme international ont fortement augmenté en 2014. Dès l'examen de la loi antiterroriste, en décembre 2012, j'ai dit qu'il y avait en France des dizaines de méras potentiels. Le temps a confirmé dramatiquement et implacablement ce diagnostic. Sans renforcement très significatif des moyens humains et matériels, les services de renseignement intérieur pourraient se trouver débordés. On dépasse désormais 1250 individus pour les seules filières irako-syriennes, sans jamais négliger les autres théâtres d'opération, les autres menaces, celles des autres groupes terroristes au Sahel, au Yémen, dans la Corne de l'Afrique et dans la zone afghano-pakistanaise. Nous affecterons donc les moyens nécessaires pour tenir compte de cette nouvelle donne. En matière de sécurité, les moyens humains sont en effet essentiels. Nous l'avons mis en pratique depuis 2012. En 2013, sur la base des enseignements des tueries de Montauban et de Toulouse et des propositions formulées par la mission Urvoas-Verscher, une profonde réforme de nos services de renseignement a été accomplie avec la transformation de la Direction centrale du renseignement intérieur en Direction générale de la sécurité intérieure. La création de 432 emplois à la DGSI a été programmée. Ils doivent permettre de renforcer les compétences et de diversifier les recrutements, informaticiens, analystes, chercheurs ou interprètes,
130 sont déjà pourvus. Nous avons aussi amélioré la coopération entre nos services intérieurs et extérieurs et également renforcé, même s'il faut encore faire davantage, nos échanges avec les services étrangers, à la suite de l'initiative que j'ai pu prendre il y a 2 ans avec les ministres européens et notamment avec la ministre belge, Joëlle Milquet, puisque son pays est également confronté à ces problèmes-là. Initiative que Bernard Cazeneuve a prolongée encore avec la Réunion, avec de nombreux ministres de l'Intérieur, place Beauvau. Mais il faut aller plus loin. Et j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de m'adresser dans les 8 jours des propositions de renforcement. Elles devront notamment concerner Internet et les réseaux sociaux qui sont plus que jamais utilisés pour l'embraguinement, la mise en contact et l'acquisition de techniques permettant de passer à l'acte. Nous sommes aussi l'une des dernières démocraties occidentales à ne pas disposer d'un cadre légal cohérent pour l'action des services de renseignement, ce qui pose un double problème. Un travail important a été fourni par la mission d'information sur l'évaluation du cadre juridique des services de renseignement présidée par Jean-Jacques Urvoise en 2013. Un prochain projet de loi, quasiment prêt, visera à donner aux services tous les moyens juridiques pour accomplir leur mission, tout en respectant les grands principes républicains de protection des libertés publiques et individuelles. Ce texte de loi, qui sera sans aucun doute enrichi par vos travaux, doit être, c'est ma conviction, adopté le plus rapidement possible. Au cours de l'année, nous lancerons également la surveillance des déplacements aériens des personnes suspectes d'activités criminelles. C'est le système PNR. La plateforme de contrôle française sera opérationnelle dès septembre 2015. Il reste à mettre en place un dispositif similaire au niveau européen. J'appelle de manière solennelle, ici dans cette enceinte, le Parlement européen à prendre enfin toute la mesure de ces enjeux et de voter, comme nous lui demandons depuis 2 ans, avec l'ensemble des gouvernements, à adopter ce dispositif qui est indispensable. Nous ne pouvons plus perdre de temps. Mesdames et messieurs, les phénomènes de radicalisation sont présents sur l'ensemble du territoire. Il faut donc agir partout. Le plan d'action adopté en avril dernier a permis de renouveler l'approche administrative et préventive. La plateforme de signalement est particulièrement sollicitée par les familles et elle a permis d'éviter de nombreux départs. Les préfets, en lien avec les collectivités territoriales qui doivent être associées à ces démarches, mettent progressivement en place des dispositifs de suivi et de réinsertion des personnes radicalisées. Là encore, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur, en lien avec d'autres membres du gouvernement concernés par ces sujets, de m'indiquer les moyens nécessaires pour amplifier ces actions. Les phénomènes de radicalisation se développent, nous le savons, vous l'avez dit, en prison. Ce n'est pas nouveau. L'administration pénitentiaire renforce d'ailleurs l'action de ses services de renseignement en lien étroit avec le ministère de l'Intérieur. Il faut là aussi accroître nos efforts. Dans nos prisons, des imams comme des aumôniers de tous les cultes interviennent, c'est normal. Mais il faut un cadre clair à cette intervention. Il nous faut aussi parvenir à une réelle professionnalisation. Enfin, avant la fin de l'année, sur la base de l'expérience menée depuis cet automne à la prison de Fresnes, la surveillance des détenus considérés comme radicalisés sera organisée dans des quartiers spécifiques créés au sein d'établissements pénitentiaires. Une formation de haut niveau sera dispensée aussi au service de la protection judiciaire de la jeunesse. Comprendre le parcours de radicalisation d'un jeune est toujours complexe. Nous savons la facilité avec laquelle certains jeunes délinquants de droit commun basculent dans des processus de radicalisation. Et le passage de la délinquance de droit commun à la radicalisation et au terrorisme est un phénomène que nous avons décrit à maintes reprises ici dans les travaux de l'Assemblée nationale. Mais nous devons savoir prendre les mesures adaptées qui s'imposent. Il faut certes accompagner, aider, suivre de nombreux mineurs menacés par cette radicalisation. Il faut aussi prendre acte de la nécessité de créer au sein de la direction de la PJJ une unité de renseignement à l'instar de ce qui est fait dans l'administration pénitentiaire.
Pour tous ces axes de travail, mais aussi pour répondre aux besoins du parquet antiterroriste, j'ai demandé à la garde des Sceaux de me faire des propositions également dans les jours qui viennent. Mesdames et messieurs, la lutte contre le terrorisme demande une vigilance de chaque instant. Nous devons pouvoir connaître en permanence l'ensemble des terroristes condamnés, connaître leur lieu de vie, contrôler leur présence ou leur absence. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur et de la Justice d'étudier les conditions juridiques de mise en place d'un nouveau fichier. Il obligera les personnes condamnées à des faits de terrorisme ou ayant intégré des groupes de combat terroristes à déclarer leur domicile et à se soumettre à des obligations de contrôle. De telles dispositions existent déjà pour d'autres formes de délinquance à risque élevé de récidive. Nous devons l'appliquer en matière d'engagement terroriste, toujours sous le contrôle strict du juge. Mesdames et messieurs, toutes ces propositions, et il y en aura d'autres, je n'en doute pas, et n'en doutez pas, avant leur mise en œuvre et application, feront l'objet d'une consultation ou d'une présentation au Parlement, au-delà, bien sûr, des textes législatifs. Mesdames et messieurs les députés, les épreuves tragiques que nous venons de traverser nous marquent notre pays et marquent notre conscience et nos consciences. Mais nous devons être capables de poser rapidement, à chaque fois, un diagnostic lucide, aussi sur l'état de notre société, sur ces urgences. Ce sont des débats que nous aurons l'occasion évidemment de mener. Je veux en dire, en m'excusant de prendre plus de temps que nécessaire à ce qui était prévu. Le premier sujet qu'il faut aborder, clairement, c'est la lutte contre l'antisémitisme. L'histoire nous l'a montré, le réveil de l'antisémitisme, c'est le symptôme d'une crise de la démocratie, d'une crise de la République. C'est pour cela qu'il faut y répondre avec force. Après Ilan Halimi en 2006, après les crimes de Toulouse, les actes antisémites connaissent en France une progression insupportable. Il y a les paroles, les insultes, les gestes, les attaques ignobles, comme à Créteil, il y a quelques semaines, qui, je l'ai rappelé ici dans cet hémicycle, n'ont pas soulevé l'indignation qui était attendue par nos compatriotes juifs dans le pays. Il y a cette inquiétude immense, cette peur que nous avons les uns et les autres sentie, palpée, samedi, dans la foule, devant cette hyper-cachère porte de Vincennes ou à la synagogue de la Victoire, dimanche soir. Comment accepter qu'en France, terre d'émancipation des Juifs il y a 2 siècles, mais qui fut aussi, il y a 70 ans, l'une des terres de son martyre, comment peut-on accepter que l'on puisse entendre dans nos rues crier « mort aux Juifs » ? Comment peut-on accepter les actes que je viens de rappeler ? Comment peut-on accepter que des Français soient assassinés parce qu'ils sont juifs ? Comment peut-on accepter que des compatriotes ou qu'un citoyen tunisien que son père avait envoyé en France pour qu'il soit protégé, alors qu'il va acheter son pain pour le Shabbat, meure parce qu'il est juif? Ce n'est pas acceptable. Et à la communauté nationale, qui peut-être n'a pas suffisamment réagi, à nos compatriotes français juifs, je leur dis que cette fois-ci, nous ne pouvons pas l'accepter, que nous devons, là aussi, nous rebeller. Et en posant le vrai diagnostic, il y a un antisémitisme que l'on dit historique, remontant du fond des siècles, mais il y a surtout ce nouvel antisémitisme qui est né dans nos quartiers sur fond d'Internet, de paraboles, de misère, sur fond des détestations de l'État d'Israël et qui prône la haine du juif et de tous les juifs. Il faut le dire, il faut poser les mots pour combattre cet antisémitisme inacceptable. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire,
comme la ministre Ségolène Royal l'a dit ce matin à Jérusalem, comme Claude Lanzmann l'a écrit dans une magnifique tribune dans Le Monde. Oui, disons-le, à la face du monde, sans les Juifs de France, la France ne serait plus la France. Et ce message, c'est à nous tous de le clamer haut et fort. Nous ne l'avons pas dit, nous ne sommes pas assez indignés. Et comment accepter que dans certains établissements, collèges ou lycées, on ne puisse pas enseigner ce qu'est la Shoah? Comment on peut accepter qu'un gamin de 7 ou 8 ans dise à son enseignant, quand il lui pose la question « Quel est ton ennemi ?», et qu'il lui réponde « C'est le juif ». Quand on s'attaque aux Juifs de France, on s'attaque à la France et on s'attaque à la conscience universelle. Ne l'oublions jamais. Et quelle terrible coïncidence, quel affront que de voir un récidiviste de la haine tenir son spectacle dans des salles bondées au moment même où samedi soir, la nation, porte de Vincennes, se recueillait. Ne laissons jamais passer ces faits et que la justice soit implacable à l'égard de ces prédicateurs de la haine. Je le dis avec force, ici, à la tribune de l'Assemblée nationale. Et allons jusqu'au bout du débat. Allons jusqu'au bout du débat, mesdames et messieurs les députés. Quand quelqu'un s'interroge, un jeune, un citoyen ou un jeune, et qu'il vient me dire à moi ou à la ministre de l'Éducation nationale, mais je ne comprends pas, cet humoriste, lui, vous voulez le faire taire, et les journalistes de Charlie Hebdo voulaient monter au pinacle. Mais il y a une différence fondamentale, et c'est cette bataille que nous devons gagner, celle de la pédagogie auprès de notre jeunesse. Il y a une différence fondamentale entre la liberté d'impertinence. Le blasphème n'est pas dans notre droit, il ne le sera jamais. Il y a une différence fondamentale entre cette liberté et l'antisémitisme, le racisme, l'apologie du terrorisme, le négationnisme, qui sont des délits, qui sont des crimes, et que la justice devra sans doute punir avec encore plus de sévérité. L'autre urgence, c'est de protéger nos compatriotes musulmans. Ils sont eux aussi inquiets. Des actes anti-musulmans, inadmissibles, intolérables, se sont à nouveau produits ces derniers jours. Là aussi, s'attaquer à une mosquée, à une église, à un lieu de culte, profaner un cimetière, c'est une offense à nos valeurs. Et le préfet Latron a en charge, à la demande du ministre de l'Intérieur, en lien avec tous les préfets, de faire en sorte que la protection de tous les lieux de culte soit assurée. L'islam est la deuxième religion de France. Elle a toute sa place en France. Et notre défi, pas en France, mais dans le monde, c'est de faire cette démonstration. La République, la laïcité, l'égalité homme-femme sont compatibles avec toutes les religions sur le sol national qui acceptent les principes et les valeurs de la République. Mais cette République doit faire preuve de la plus grande fermeté, de la plus grande intransigeance face à ceux qui tentent, au nom de l'islam, d'imposer une chape de plomb sur des quartiers, de faire régner leur ordre sur fond de trafic et sur fond de radicalisme religieux, un ordre dans lequel l'homme domine la femme et où la foi, oui, Madame la Présidente Pompili, vous avez eu raison de le rappeler, l'emporterait sur la raison. J'avais, ici devant cette Assemblée, il y a quelques mois, évoqué les insuffisances et les échecs de 30 ans de politique d'intégration. Mais en effet, quand de vrais ghettos urbains se forment, où l'on n'est plus qu'entre soi, où l'on ne prône que le repli, que la mise en congé de la société, où l'État n'est plus présent, comment aller vers la République, saisir cette main fraternelle qu'elle tend? Et surtout, comment tirer un trait catégorique sur cette frontière trop souvent ténue,
qui fait que l'on peut basculer. Pas d'angélisme. Regardons les faits en face, dans nos quartiers, de l'islam tolérant, universel, bienveillant, vers le conservatisme, vers l'obscurantisme, l'islamisme et pire, la tentation du djihad et du passage à l'acte. Ce débat, il n'est pas entre l'islam et la société, c'est bien un débat au sein même de l'islam que l'islam de France doit mener en son sein, en s'appuyant sur les responsables religieux, sur les intellectuels, sur les musulmans qui nous disent depuis plusieurs jours qu'ils ont peur. Je l'ai déjà rappelé, comme vous tous, j'ai des amis français de confession et de culture musulmane. L'un de mes plus proches amis m'a dit l'autre jour, il avait les yeux pleins de larmes et de tristesse, qu'il avait honte d'être musulman. Eh bien, moi, je ne veux plus que dans notre pays, il y ait des juifs qui puissent avoir peur. Et je ne veux pas qu'il y ait des musulmans qui aient honte, parce que la République, elle est fraternelle, elle est généreuse, elle est là pour accueillir chacun. Enfin, la réponse aux urgences de notre société doit être forte, sans hésitation. La République et ses valeurs, et ce sont mes derniers mots. Et en premier lieu, la laïcité, qui est gage d'unité et de tolérance. La laïcité, elle s'apprend bien sûr à l'école, qui en est un des bastions. C'est là, peu importe les croyances, les origines, que tous les enfants de la République ont accès à l'éducation, au savoir, à la connaissance. J'étais ce matin avec la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, devant les recteurs de France. Et je leur ai adressé un message de mobilisation totale, un message d'exigence, un message qui doit être répercuté à tous les niveaux de l'éducation nationale, autour du seul enjeu qui importe, la laïcité, la laïcité, la laïcité, parce que c'est le cœur de la République et donc de l'école. La République n'est pas possible sans l'école, et l'école n'est pas possible sans la République. Et on a laissé passer trop de choses, je le disais il y a un instant, dans l'école. La laïcité, oui la laïcité, la possibilité de croire ou de ne pas croire, l'éducation a des valeurs fondamentales, doit plus que jamais, c'est aussi cette réponse, être le combat de la France face à l'attaque que nous avons connue. Et arborons fièrement ce principe, puisqu'on nous attaque à cause de la laïcité, à cause des lois que nous avons votées ici, interdisant les signes religieux à l'école, prohibant le voile intégral, revendiquons-les, parce que c'est ça qui doit nous aider à être encore davantage plus forts. Au fond, une seule chose compte, rester fidèle à l'esprit du 11 janvier 2015, ce moment où la France, après le choc, a dit non dans ce mouvement spontané d'unité nationale. Cette France qui s'est retrouvée dans l'épreuve, ce moment où le monde entier est venu à elle, car le monde sait lui aussi la grandeur de la France et cela qu'elle incarne d'universel. La France, c'est l'esprit des Lumières. La France, c'est l'élément démocratique. La France, c'est la République chevillée au corps. La France, c'est une liberté farouche. La France, c'est la conquête de l'égalité. La France, c'est une soif de fraternité. Et la France, c'est aussi ce mélange si singulier de dignité, d'insolence et d'élégance. Rester fidèle à l'esprit du 11 janvier 2015, c'est donc être habité par ces valeurs. Rester fidèle à l'esprit du 11 janvier 2015, c'est apporter les réponses aux questions que se posent les Français. Rester fidèle à l'esprit du 11 janvier 2015, c'est comprendre que le monde a changé, qu'il y aura un avant et un après. Et au nom même de nos valeurs, apporter la riposte
avec toute la détermination nécessaire. Fermeté, unité sont les termes qui ont été encore utilisés par le Président de la République ce matin. Nous allons donc entretenir, je l'espère, comme un feu ardent, cet état d'esprit et nous appuyer sur la force de son message d'unité. Et en revendiquant fièrement ce que nous sommes, en le faisant, en nous rappelant sans cesse de nos héros, ceux qui sont tombés, ces 17, la semaine dernière, en nous souvenant toujours de ces héros que sont les forces de l'ordre. Avec beaucoup d'émotion, nous l'avons encore ressenti ce matin. Vous étiez nombreux sur tous les bancs, dans la cour de la préfecture de police de Paris. C'est ça aussi la France. Il y avait 3 couleurs à un moment qui me sont venues à l'esprit. 3 couleurs de ces 3 policiers, ces 2 policiers nationaux et cette policière municipale. Ils représentaient la diversité des parcours et des origines. 3 couleurs différentes, 3 parcours, mais 3 Français, 3 serviteurs de l'État. Et devant les cercueils, aux côtés de leurs familles, il n'y avait que 3 couleurs, celle du drapeau national. C'est au fond ça le plus beau message. Je vous avais dit ici, au mois d'avril, ma fierté, comme chacun d'entre vous, d'être Français. Il y a quelque chose qui nous a tous renforcés, après ces événements et après les marches de cette fin de semaine. Je crois que nous le sentons tous. C'est plus que jamais la fierté d'être Français. Ne l'oublions jamais. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Premier ministre. La séance est suspendue pour quelques courts instants.